la seule faculté de médecine où les retraités s'allongent, le divan du professeur Baquet. Je me sens difficilement dans la peau d'un psy. Le divan du professeur Baquet. Bonjour Monsieur Grimaud et merci d'avoir accepté de répondre à notre interview. Alors, dans le cadre de vos activités, que ce soit en tant qu'enseignant ou en tant que praticien hospitalier, est-ce que vous avez un souvenir particulier, un souvenir particulièrement difficile par rapport à au moment que vous avez dû passer à l'hôpital, des annonces de diagnostic, des moments particulièrement pénibles à vivre? Bien, alors, ça fait un certain temps que je réfléchis à la réponse à cette question. Parce que, bien sûr que dans la vie professionnelle, il y a des moments plus difficiles que d'autres, mais qui, lorsqu'ils sont ponctuels, échappent au bout d'un moment, et puis on s'en souvient plus, et on amortit un peu tout ça. Mais en réfléchissant, et ne pensez pas que ma réponse est de la provocation ou est un peu perverse, mais en réfléchissant, il y a quand même un élément très fort dans ma carrière professionnelle, hospitalière en particulier, qui m'a laissé un souvenir très amer. Ça a été le conflit que j'ai vécu pendant 2 ou 3 ans avec le directeur général, lorsque j'étais président de CME lors de la fin de mon premier mandat. J'avoue que on sortait d'une période relativement calme où M. Darcourt et M. Lilly s'entendaient très bien, et puis on est tombé sur un directeur qui avait un caractère difficile, mais moi aussi, on le sait tous. Mais tellement difficile qu'il y a eu d'emblée une lutte du pouvoir qui s'est installée et qui m'a profondément, pas traumatisé parce que j'en suis revenu, mais laissé des souvenirs de grandes difficultés. Et sur le plan médical, vous avez dirigé le service de réanimation chirurgicale du CHU pendant 30 ans, 20 ou 30 oui, ans. 35 ans, oui. Donc vous avez eu à traiter les patients les plus lourds, les plus graves, les plus gravement atteints, avec des situations dramatiques. On sait que le taux de mortalité dans les services de réanimation est élevé. Je crois que c'est de l'ordre de 30%, c'est-à-dire un patient sur 3 décède. Oui. Donc vous avez dû traverser des drames extrêmement lourd à gérer. Est-ce que vous avez un souvenir particulier d'une situation particulièrement douloureuse, stressante, où vous êtes senti un petit peu démuni face à la détresse humaine? Quel est le souvenir qui vous revient à l'esprit là, parmi tous les cas graves que vous avez dû soigner? Bon, c'est vrai que pendant 35 ans, j'ai côtoyé des situations extrêmement difficiles. La mort, la potentialité de mort, celle des autres, hein, ce qui n'est pas pareil que d'envisager notre propre mort. Hein. Il y a quand même une transposition qui n'est pas simple. Alors on dit souvent que pour être un bon réanimateur, il faut se blinder un peu, mais je pense que c'est vraiment une erreur d'interprétation. Hein. Si on se blinde, on essaye de faire disparaître l'émotion liée, qui est essentielle dans la relation humaine, et dans ces situations difficiles, la relation humaine est essentielle à préserver, d'une part avec le malade lorsqu'il est conscient, et d'autre part et surtout avec la famille. Oui, bien sûr que j'ai plein de souvenirs. Il y en a peut-être un ou deux qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, bon, je vais être rapide. Le premier, c'était un jeune de 25 ans à peu près qui avait eu un accident de plongeon et qui avait une fracture et une rupture médulaire de C1.
et qui était sécurité civile, enfin bref, qui était d'un milieu de secouristes. Et je me rappellerai toujours, c'était il y a très longtemps ça. Très longtemps où on ne se posait pas les questions comme on se les pose aujourd'hui avec autant d'acuité, en particulier après la loi Leonetti. Je me souviens très bien que dans les heures qui ont suivi cet accident, même 24 heures après, on avait parlé avec la famille et qu'ils étaient complètement déboussolés, complètement perdus, et que leur insistance a été très forte de ne pas poursuivre les soins. Et il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, ce souhait qui est parfois exprimé dans des circonstances dramatiques, à l'époque, c'était donc il y a 30 ans, c'était relativement plus rare. Et après en avoir parlé avec le personnel, les collègues médecins, etc., on a décidé, parce qu'il y avait des signes de rupture médulaire complète très 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 haute, donc une invalidité totale malgré la conscience persistante du malade, on a décidé d'arrêter. Et bon, et c'est moi qui me suis chargé de cette affaire, et ça me laisse je ne vous dirai pas comment ça s'est passé, mais ça me laisse un souvenir très 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 fort. Ça, c'est peut-être le premier exemple. Le deuxième, c'est le suicide d'un jeune de 25 ans qui était étudiant chimiste et qui avait pris dans son laboratoire un flacon d'arsenic. Ses parents, l'un était juriste et l'autre prof de maths. Donc très intellectualisé. Et le problème de l'arsenic, c'est que ça entraîne une mort lente en quelques jours. Parce que cette molécule est absorbée par l'estomac et se libère progressivement. Et donc, ils ont demandé à me voir très vite. Je les recevais plusieurs fois par jour et ça a duré 3 ou 4 jours. Je les ai informés du comment ça allait se passer. Et puis on a progressé comme ça pendant quelques jours. Ils étaient bien sûr au début effondrés. Il y avait un rejet de cet enfant, de ce jeune, vis-à-vis de sa famille, qui pensait-il ne le comprenait pas. Et on a décidé malgré tout de faire un geste chirurgical complètement, après coup, complètement idiot. C'était d'ailleurs de lui faire un rabotage de la muqueuse gastrique. Ça n'a bien sûr abouti à rien, et ce jeune qui avait une vingtaine d'années est mort en 3-4 jours, après être passé par une période d'inconscience, puis à nouveau de conscience, où il arrivait à communiquer. Et j'ai essayé d'accompagner ses parents dans cette démarche d'accompagnement jusqu'à une fin qui était inéluctable. Et bon, moi, ça m'a énormément appris dans cette relation humaine. Et je pense que ça leur a rendu service. Et bien entendu, au bout de 4-5 jours, leur enfant est mort. Mais on avait communiqué. Ils avaient, eux, communiqué avec lui, alors qu'on était dans une dynamique de rupture de communication. Et nous avions communiqué, eux, avec moi. Et parmi ce grand nombre de drames terribles, vous avez quand même des souvenirs très positifs, ou des guérisons inattendues, ou des moments très heureux. Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment particulier qui vous a apporté une grande satisfaction à vous et à votre équipe? Une guérison inattendue, un miracle? Oui, le miracle, je n'utiliserai bien entendu pas ce mot. Bon, il n'y a rien de miracle. Il y a effectivement, je ne vais pas rentrer dans le détail, là, de joies de malades qui récupèrent alors qu'on ne s'y attendait pas. Bon, j'en ai pas de souvenirs aigus là qui me viennent, alors que je suis optimiste, je veux dire par là que je ne garde pas que les souvenirs morbides, mais tu l'as dit, 30% de décès, c'est pas considérable pour un service
où il y a a priori les malades qui rentrent sont des malades qui sont condamnés ou extrêmement graves. Si, un petit exemple, mais qui est plus une anecdote, c'est que notre patient le plus vieux était une dame de 105 ans qui avait été hospitalisée pour une cétoacidose diabétique et qui 3 jours après rentrait chez elle, Guillerette, grande pianiste. Guillerette, voilà. Donc c'est des petits souvenirs qui font très plaisir. Mais voilà, par contre, il y a dans mes souvenirs, pas liés aux malades, mais c'est pas un souvenir précis, c'est une impression générale. J'ai vraiment une satisfaction très forte, d'abord d'avoir fait ce métier, parce que c'est un métier, contrairement à ce qu'on peut croire, certes qui est très technique, mais qui est très relationnel, et qu'on ne peut faire comme il faut que si on est relationnel. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la dynamique d'enseignement que cela m'a amené à pratiquer avec les étudiants dans quelques circonstances que ce soit à la fac, que ce soit ailleurs, que ce soit à l'étranger. J'ai vraiment eu l'impression de développer tout au cours de ma carrière un partage extrêmement fort, un partage d'abord des connaissances que j'avais, souvent que j'étais obligé de beaucoup travailler pour pouvoir les faire passer, parce que c'est un métier compliqué, c'est une spécialité compliquée, et un partage d'une émotion et d'une nécessité de relations humaines. Voilà. Alors justement, si vous n'aviez pas été médecin, parce que là vous développez les difficultés et les bonheurs d'être médecin, qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous avez eu l'idée déjà, est-ce que vous avez déjà pensé à une autre activité professionnelle qui vous aurait accaparé autant que la médecine? Alors, cette question, j'y réponds assez facilement. Parce qu'il y a 2 métiers que j'aurais aimé faire si je n'avais pas été médecin. Le premier, c'est critique musicale. Pourquoi critique musicale? Bon, parce que vous imaginez bien que la musique classique est une de mes passions. J'ai pas mal étudié la musique quand j'étais jeune. J'ai fait du piano, j'ai fait de la trompette au conservatoire, à Valence, Avignon, à Lyon. Et j'ai interrompu parce que j'étais à ce moment-là en première année de médecine et que je ne pouvais pas tout faire en même temps. Mais j'étais vraiment très porté sur la musique. J'ai une oreille musicale et j'ai maintenant que je joue pas, et ça fait des années que j'ai pas touché un instrument, si ce n'est un piano de temps en temps, mais j'étais pas capable de jouer suffisamment bien pour ne pas me faire peur moi-même. Et donc j'ai développé un sens critique, si je puis dire, vis-à-vis de pas mal d'œuvres, de compositeurs, d'interprétations, et ça vraiment c'est une de mes passions. Le deuxième, alors, vous allez voir que mes choix, c'est le développement du plaisir des sens. Alors le premier c'est l'oreille, la musique, et le deuxième c'est la cuisine. La cuisine. Alors je suis. Vous auriez pu être propriétaire ou chef, ou propriétaire d'un restaurant ou grand chef? Alors propriétaire d'un restaurant, je pense pas, parce que ce doit être un métier extrêmement difficile. Mais chef cuisinier, oui, j'aurais vraiment aimé, parce que je suis gourmand comme un chat. Et j'ai appris à tester les choses. Ce que peu de gens savent, c'est que j'ai été testeur chez Goemio pendant 4 ou 5 ans. C'était à fin des années 90, début des années 2000. Et c'est pas une sinécure, c'est un boulot qui est difficile. On nous donnait
une liste d'une quinzaine de restaurants au mois de février, et il fallait rendre début juin les critiques sur chacun des 15 restaurants. Bon, donc c'était un marathon, je le faisais avec ma femme, c'était l'occasion de sortir. J'étais à l'époque président de la conférence des présidents de CME, donc c'était difficile de concilier mes allers-retours entre Paris, Nice, etc. Enfin, on y est arrivé. Mais c'est très intéressant parce que d'abord on va parfois dans des bons restaurants, mais parfois aussi on va dans des restaurants minables qui demandent d'être contrôlés ou d'être testés, alors que manifestement ils le méritent pas. Mais ce qui est intéressant, c'est comme pour la musique, c'est de trouver les mots qui expliquent au lecteur pourquoi un plat ou une recette est bonne ou pas bonne. Alors c'est facile de dire c'est bon, c'est pas bon. Hein, bon. Mais de dire pourquoi et d'expliquer pourquoi, quitte à prendre des métaphores musicales, de la nature, théâtrale, tout ce qu'on veut, mais voilà, de faire passer, là aussi, passer une émotion. Alors là, vous faites des transgressions et des comparaisons, enfin, artistiques. Vous auriez aimé être un artiste, finalement. Alors, j'en viens à vous poser cette question essentielle. Pour revenir à la médecine, est-ce que vous pensez que la médecine est-elle plus une science ou un art ? Le gros intérêt de la médecine, c'est que c'est tout à la fois. Bon, c'est une science, et plus ça va, plus tu le perçois comme moi, on est dans une dynamique scientifique, technique qui, j'allais dire, presque nous déborde, nous envahit. Mais aussi, on est dans une dynamique de l'art relationnel. Et je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, c'est vraiment important. L'art est une relation. C'est une relation avec soi-même et avec les autres. Que ce soit la peinture, que ce soit la musique, que ce soit la gastronomie, bref. Donc là, vraiment, la médecine est au creux de cette rencontre interindividuelle. Donc c'est un art plus qu'une science. À plus, je dirais pas, parce que si tu pratiques l'art pour le plaisir, même de toi-même ou des autres, et que tu n'as pas la base scientifique, tu passes complètement à côté du truc. Alors, pour rester dans ce champ de la médecine, de sa signification, est-ce que vous pensez que les médecins doivent soigner les malades ou est-ce qu'ils doivent prendre soin des malades ? Bon, tu me mets sur les rails de la réunion qu'on a organisée l'année dernière, et puis de cette notion qui est devenue extrêmement classique c'est pas d'opposition, hein, c'est de complémentarité entre le care et le cure. Bon, il est évident que le cure est essentiel, c'est ce qu'on vient de dire, mais qu'il n'a de raison d'être que dans le contexte du prendre soin. Et du prendre soin de l'autre. Hein, c'est-à-dire d'abord de sa reconnaissance en tant qu'autre, en tant que personne différente, et de notre adaptation de notre chemin vers lui, en sachant que lui, a priori, il n'a pas tellement envie de faire le chemin vers nous parce qu'il est dans un contexte de vulnérabilité. Alors, au début, le vulnérable, il se recroqueville. Et ce n'est qu'après que tu as fait, toi, le premier mouvement, qu'il vient vers toi. Donc on est dans cette dynamique d'opposition, ce qui est très classique entre l'autonomie et la vulnérabilité, et le prendre soin, c'est vraiment le chemin qui ouvre l'autre dans sa vulnérabilité. Alors une dernière question encore plus personnelle et plus large sur votre rôle de patron, de chef d'école. Vous avez eu plusieurs élèves qui ont été à leur tour nommés professeurs. Qu'est-ce qui définit un maître en médecine d'après vous ? C'est quoi être un maître de la médecine ?
Je pense que c'est c'est pas à moi à définir ce qu'est un maître. C'est aux élèves à définir leur maître. C'est pour un élève, parce que moi j'ai eu des maîtres. Qu'est-ce que c'est? C'est un maître, c'est quelqu'un pour lequel on a du respect, on a même de l'admiration, qu'on a envie de suivre, qu'on a envie de prendre pour exemple, qui nous a appris des choses, mais qui est rentré dans notre personnalité et qui nous a accompagnés. Voilà. Moi, le maître que j'ai eu, c'était Pierre Maestrassi, et c'est vraiment des qualités que j'ai trouvées chez lui. Bon, on verra bien ce que mes élèves pourront dire de la chose. Bien, mais écoutez, on a fait le tour de toutes les questions qu'on voulait vous poser. Merci beaucoup. Je me sens difficilement dans la peau d'un psy.